Bonjour tout le monde. On est très heureux et heureuse de vous accueillir avec nous dans ce webinaire qui porte sur la santé mentale des personnes qui vivent plusieurs vulnérabilités. Et sur ce panel, vous allez trouver des collègues. Moi, je suis Jeanne-Marie Leguila. Je me présente, je m'appelle Jeanne-Marie Leguila. Je suis professeure à l'Université du Québec à Rimouski, au département de psychosociologie et travail social. Je suis aussi chercheuse. Je suis aussi chercheur à l'Erasme et à Interaction. Je suis accompagnée par des collègues, Maximilien, qui va soutenir qui va être notre panel. Maximilien va être avec nous et il va veiller sur nous et sur notre contact avec le public. Alors, cher public, bienvenue, bonjour. On aimerait beaucoup, si possible, que vous puissiez nous écrire dans la section QR pour nous dire qui vous êtes, votre nom, vous êtes de quelle province, de quelle organisation, quel est votre métier. Comme ça, on va pouvoir vous avoir dans notre conscience. Merci beaucoup d'être là. Sinon, je suis avec mes collègues Marcilène, Rachel, Maria Cristina, Lisa et Lourdes. Je vais vous les présenter une à une au fur et à mesure que nous avançons. Je vais inviter à ce moment-ci ma collègue Marcilène Silva da Costa qui va nous faire une présentation qui s'appelle Impact du racisme quotidien sur la santé mentale des personnes noires. Marcilène travaille à l'Observatoire des communautés noires du Québec. Je vais lui laisser la parole pour 10 minutes pour qu'elle nous présente ce qu'elle a préparé pour nous. Merci beaucoup. À toi, Marcilène. Ok. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est correct? Bonjour tout le monde. Merci d'abord à Jeanne-Marie et à toute l'équipe, non, d'Interaction et Erasme d'organiser l'atelier et aux participants, participantes qui sont aussi ici et à tous mes collègues qui sont ici. Alors, est-ce que les gens ils peuvent voir les diapos, ma présentation? Oui? Je vais démarrer ça tout de suite. OK. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Excellent. Alors, merci, Maximilien. Ma présentation, c'est sur l'impact du racisme ordinaire sur la santé mentale des personnes noires. Moi, je suis chercheuse à l'Observatoire des communautés noires du Québec, comme vient de dire Jeanne-Marie. Diapo suivant, s'il vous plaît. Et il s'agit en fait d'un cahier de vulgarisation sur la santé mentale des personnes noires. Et c'est la vulgarisation de 2 livres de psychanalyse, psychologie. Le premier, c'est un grand classique, un des maîtres qui avait une des premières contributions qu'il a eues sur les traumas et comment les racismes impactent sur les traumas des personnes noires. Et c'est Peau noire, masque blanc de France Fanon. Et le deuxième livre, il s'agit d'une lecture, c'est une thèse de doctorat en psychologie d'une artiste elle est psychologue et artiste, qui s'appelle Grada Quilomba. Elle est, euh, elle est portugaise d'origine d'Angola et São Tomé et Príncipe. Et elle a un livre qui s'appelle Mémoire de la plantation, épisode des racismes ordinaires. Et ces deux auteurs-là, elle va dialoguer avec Fanon pour montrer pourquoi les racismes provoquent des traumas chez les personnes noires. Diapo suivante, s'il vous plaît.
Tout d'abord, on peut se demander, mais c'est quoi ces mots-là, racisme ordinaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ordinaire parce que ce sont des petites phrases ou des petits gestes ou des choses très banales que les personnes noires, elles peuvent entendre, écouter ou vivre. Et, mais assez souvent, c'est pas comme un épisode, un seul épisode dans leur vie. C'est quelque chose d'assez récurrent qu'elles peuvent vivre au long de leur vie. Et ce sont des épisodes, et à chaque fois dans ces épisodes-là, ils montrent un peu comme si la personne noire, elle est inadéquate dans ces mondes-là, dans ces mondes qui, c'est comme des petites phrases ou des petites questions. Après, quand je vais parler un peu de les 3 phases du trauma, d'où vient cette peau couleur de chocolat? C'est des choses comme ça, qu'une personne dit, c'est rien, c'est banal. Mais c'est comme tous les jours, la personne peut entendre des petites phrases ou des petites questions comme celle-là. Et tous les 2 auteurs, ils disent que c'est racisme originel. D'abord, il est parce que c'est dans les quotidiens que les gens, il est nourri dans un imaginaire collectif anti-noir. Et d'abord, c'est quoi aussi? Et c'est imaginaire collectif anti-noir. On peut donner comme exemple dans l'imaginaire collectif anti-noir, la façon comme on va voir les personnes noires dans les médias, si on voit comme dans un film ou dans une telenovela, parce que je suis brésilienne, une personne noire, si c'est une femme, elle va être présentée comme une bagarreuse, comme la femme qui va parler très fort et un homme noir comme un bandit, comme un viril, comme un violet. Et tout ça, ce sont des images qui nourrissent ces imaginaires collectifs anti-noirs qui renvoient les personnes noires en dehors de la société. Et les auteurs travaillent comme ça pour dire, en fait, que les traumas, ce sont comme une blessure. Il y a une blessure là, et tous les jours, la personne va écouter toutes ces petites phrases, et tous les jours, elle aura comme une petite blessure. Et ces blessures-là, elles vont pas être soignées. Elles vont pas être soignées, elles seront là. Il y a un moment que ces blessures, elles vont commencer à saigner. Et c'est ça que ça va se constituer comme les traumas raciaux. Les diapos, s'il vous plaît. Et les 3 auteurs, ils expliquent, parce qu'il y a une différence entre les traumas raciaux et les stress post-traumatiques. C'est un peu comme les stress post-traumatiques. C'est un soldat, quand il part à la guerre et il va vivre des choses horribles. Mais c'est un moment de sa vie, s'il revient dans son quotidien, il va être traumatisé. Mais c'est pas comme tous les jours, c'est un événement ou une période. Et pour les traumas raciaux, non, c'est au long de la vie de la personne, elle va vivre des épisodes comme ça. Et là, c'est Grada Quilombo, elle va montrer comme les 3 phases du trauma racial à partir des phases du trauma classique. Et la première phase, c'est les chocs. Ce sont des choses que la personne va entendre et que c'est inattendu, qu'elle attendait pas. Elle pourrait être, je sais pas, dans un bus, dans un supermarché, ou même chez elle. Et elle peut entendre des phrases comme celle-là. Ah, quelle belle peau, moi aussi, je vais être une haine. Et ce sont des phrases qui ont entendu les interlocutrices de la recherche de Grada Quilombo. Ou alors, une personne pour dire pour presque comme un compliment, elle va dire, mais pour moi, tu n'es pas noir. C'est comme, tu es presque comme nous, et des choses comme ça. Et elle dit que ça va provoquer comme ces chocs. Ce sera la première phase du trauma. Les diapos suivantes, s'il vous plaît. Et tous les 2 auteurs, et c'était une chose que j'avais, là, c'était comme l'illustration, c'est basé sur un fait réel. C'est une fois, je me baladais j'habite à Montréal, et c'était au plateau et j'ai entendu des jeunes filles blanches qui discutaient. Ils nous disaient, je sors avec un Haïtien. Et l'autre, elle a dit, félicitations, il doit avoir une grosse bite. Et là, c'est pour vous dire, comme tous les 2 auteurs, ils vont travailler comme cette notion qui, si une personne, elle entend
cette phrase-là, il va dire, ah, peut-être c'est un homme noir, il va entendre cette phrase, il va penser que c'est un compliment. Mais c'est pas un compliment. Ça va les renvoyer à cette notion des primitives, des sauvages, toujours dans cette notion d'en dehors de l'humanité. Il dit que c'est cette érotisation et sexualisation des personnes noires, comme vous pouvez voir dans l'illustration là. Où les les trois personnes sont en train de discuter et parler de ces supposés pénis hors du commun de l'homme noir. Et Fanon, quand il avait fait sa recherche, il disait qu'en fait, ils avaient montré que la longueur du pénis de l'homme européen blanc était la même que de l'homme noir, mais de l'homme africain dans ses études noires, mais que c'était un fait qui intéressait personne. Tout le monde voulait croire à cet imaginaire collectif, tu vois là, que les hommes noirs avaient les pénis plus longs que les hommes blancs, qui s'est renvoyé à cette notion qui en même temps, c'est une notion qui est, tous les deux, ils vont travailler dans le domaine de la psychanalyse, qui dit que c'est du désiré et en même temps désiré, c'est corps qui n'est pas si humain que ça, mais les désirs pour en même temps les détruire parce qu'il y a comme de la haine aussi dans ces désirs-là. Les diapos suivants, s'il vous plaît. La deuxième phase, ce sera la séparation de la société. Et ça, c'est quelque chose qui, après, il y a comme des contextes aussi. Mais c'est des phrases que les personnes noires vont entendre souvent. Ils disent, d'où venez-vous? Parfois, ils vont me dire, mais d'où vient ton accent? Ou, il a Quilomba, elle va dire que c'était cette notion d'incompatibilité d'être en même temps noir et national, qui c'est cette notion d'être placé hors de la nation. Hein. Et il y a une des interlocutrices de la recherche qui disait même qu'à chaque fois quand elle entendait les mots nègre, que ça devenait comme une douleur physique dans son corps. Je me rappelle, même ça fait très longtemps, ça fait comme déjà 5 ans. J'imagine que c'était la première fois quand les livres des mémoires de la plantation, il était traduit en portugais du Portugal et en portugais du Brésil. Et j'étais au Portugal, j'étais pour une conférence et je suis allée comme acheter les livres, j'avais commandé les livres et j'étais dans un taxi pour aller à la librairie chercher mon livre et j'ai entendu le chauffeur du taxi, il a freiné brusquement, après il a fait ah sale nègre, et il a fait un truc comme ça. Et quand j'ai entendu les mots, et vous savez quand ça m'a fait un choc, et j'ai qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Et il m'a dit madame, vous êtes blessée ou j'ai rien compris. C'est cette femme-là, regarde. Et il a commencé à décrire, c'était une dame, une femme noire qui avait traversé sans regarder les feux rouges. Et il a commencé à insulter la femme. Et moi, j'étais dans le taxi et j'étais figée, mais je suis noire moi aussi. J'étais tellement, et je voulais, comme me dire, écoutez, vous pouvez me laisser là, je vais partir. Et je suis partie du taxi. Et c'était les jours où j'ai acheté les livres de la femme qui parlait de tous ces sujets-là, du racisme ordinaire, comme c'est tellement inattendu parfois dans notre quotidien que ça peut arriver, des scènes comme ça assez violentes. Ou alors, elle parle aussi quand les gens demandent de quel pays tu viens, comme par exemple moi que je viens du Brésil, je dis samba, danse la samba, des choses comme ça, parce qu'ils veulent entendre comme une histoire exotique. Ça pourrait pas être une personne noire banale et tout. Et elle dit qu'à chaque fois, toutes ces phrases-là, c'est pour montrer qu'il y a cette séparation de la société. Et Fanon, il va parler beaucoup de cette notion de dissociation où la personne noire, elle va pas se sentir comme en faisant partie de la société. Comme ça, diapo suivant, s'il vous plaît. Merci, Hélène. Il faut clôturer. OK, d'accord. Et là, dans cette illustration-là, c'est incompatibilité d'être en même temps noir et national, où il dit, comme tu viens d'où? Et la personne dit de Mont-Tremblant, et tes parents, Gatineau. Et tes grands-parents, parce que
si à chaque fois la personne elle veut entendre cette histoire exotique. Diapo suivant, s'il vous plaît. Et la troisième phase du trauma, c'est celle-là, c'est la répétition et la temporalité, parce que c'est comme j'avais expliqué au début, la personne va entendre au long de sa vie des mots comme les gens ils vont toucher les cheveux de la personne, dire ah, pourquoi tu as cette tessue des cheveux, comment vous l'avez vu les cheveux, et là c'est la phrase défendant qu'il dit j'étais haï, détesté, non pas par les voisins, d'en face ou les cousins maternels, mais par toute une race, pour dire que c'est pas une chose liée à un individu, mais c'est toute une société qui n'aime pas ces corps noirs-là. Diapo suivant. Et là, c'est quelque chose qui est arrivé avec l'autrice du livre, parce que quand elle faisait son doctorat, elle était expulsée de la bibliothèque parce qu'elle était là en train d'étudier. Elle dit, vous n'avez pas le droit de flâner ici. La bibliothèque est réservée aux étudiants, mais elle était étudiante, mais elle était l'unique étudiante noire. Elle dit, ah, alors il faut montrer votre carte, que c'est cette notion que c'est les corps blancs qui est établie comme la norme du savoir scientifique. OK, le diapo suivant. Il y a aussi tous les deux auteurs et ils vont discuter sur cette inadéquation des outils en santé mentale pour comprendre le vécu des personnes noires. Et il y a comme une personne qui arrive non, dans un cabinet d'un psy, elle dit, hier, mon boss m'a dit que je ressemblais à Predator avec mes locks. Elle dit, je peux plus de travailler dans un climat de racisme comme ça. Et le psy répond, problème avec l'autorité, je vois. Ça sera pas lié à la relation avec votre père, ça? Ça sera $150. C'est pour dire que parfois la personne, même en souffrance, elle va pas avoir un espace pour être écoutée dans sa souffrance et tout. Diapo suivant, s'il vous plaît. Et là, j'ai fini. C'est que les deux auteurs, ils vont dire que quand les premières bases, si les personnes noires elles sont blessées à force de tous ces choses, ces événements récurrents, les premiers pas vers la guérison, c'est de se rendre conscient de toutes ces petites phrases, tout ce que ça pourrait provoquer dans le cerveau de la personne, qui même après, ça peut devenir, c'est pas que mental, parce que les mental, après, ça va devenir des maladies physiques aussi. Et ils disent qu'il faut devenir l'autorité de sa propre réalité et parler de sa réalité. Et elle dit que souvent, quand une personne noire va vivre une situation de racisme, c'est assez courant que les gens posent la question, mais qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Comme il faut lui demander une nation. Elle a dit qu'en fait, le mieux, c'est de demander, mais qu'est-ce que le racisme t'a fait à toi? Qu'est-ce qu'il t'a provoqué dans ta vie? Et c'est quand on va devenir conscient de sa négritude et de son vécu face au racisme et qu'on peut parler dans des espaces avec les gens et être entendu et écouté, qu'on peut être guéri de toutes ces blessures. Désolée si j'ai passé du temps, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Léna. Merci, je vais passer la parole à ma collègue Rachel Sénat pour qu'elle nous présente quelque chose qu'elle nous a préparé sur le titre de la santé mentale des personnes immigrantes provenant des pays du Sud global. Rachel Sénat est étudiante au doctorat en travail social à l'Université de Montréal. Elle est auxiliaire de recherche pour l'Alliance de recherche et d'action alternative inclusive en santé mentale. À toi, Rachel. On voit sur le fait des signes, j'aimerais que tu me regardes de temps en temps. Il faut qu'on essaye de ne pas trop dépasser le temps, s'il vous plaît. Vous avez 10 minutes. D'accord, c'est bon. Merci, Jeanne-Marie. Bonsoir tout le monde. Et je remercie les organisateurs de cet événement de nous avoir offert ce panel. Et je remercie ma belle équipe Erasme pour toutes les préparations qu'on a faites ensemble. Donc voilà, la problématique que je vais partager avec vous ce soir, c'est de la santé mentale des personnes immigrantes provenant des pays du Sud global.
Ça ressort de mon projet de thèse qui a quand même un peu bougé. Et je vais vous partager jusque-là donc, ces réflexions-là. Donc, je commencerai par suivre, s'il vous plaît, et donc, je commencerai par clarifier le concept de santé mentale en me basant sur les travaux de Dont et Boro. Ils ont emprunté à Martuchelli son concept d'épreuve pour considérer la santé mentale comme étant un défi historique socialement produit, inégalement distribué et imposé sous des contraintes. Donc, par conséquent, ils ont identifié 4 caractéristiques propres aux épreuves. Premièrement, la santé mentale s'inscrit dans une logique narrative dans le sens que tout le monde a une histoire pour raconter sa santé mentale. Deuxièmement, elle suppose une conception particulière de l'individu dans le sens que ce dernier est considéré comme un acteur responsable de sa situation. Et troisièmement, elle opère une sélection sociale à plusieurs égards. Sur ce point, les auteurs avancent que les troubles de santé mentale touchent davantage les classes défavorisées que les classes nanties, davantage les femmes que les hommes. Et puis, finalement, comme 4e caractéristique, la santé mentale est un enjeu principal de notre société contemporaine. Diapo suivante. Donc, considérant la 3e caractéristique qu'on a citée tout à l'heure, l'OMS présente cette corrélation entre la santé mentale et la pauvreté. D'une part, la mauvaise santé mentale ne permet pas de jouer un rôle productif dans l'économie. D'autre part, la pauvreté réduit la possibilité d'accéder aux soins de santé nécessaires et risque à la fois d'augmenter les risques de troubles mentaux. Dans la compréhension de l'émergence des problèmes de santé mentale, il faut donc tenir compte d'un ensemble d'enjeux comme l'impact des variables sociales macroscopiques sur les personnes et il est aussi possible de considérer les variables économiques et culturelles. Mais dans un contexte plus spécifique ou bien plus restreint, l'organisation de la vie quotidienne des personnes est déterminante pour leur stabilité socio-émotionnelle. Suivante, et merci Mélia. Il est aussi pertinent de faire remarquer que l'émergence des problèmes de santé mentale est influencée par des dynamiques sociales, autant que ces dernières constituent le cadre de référence pour influencer tout le processus de rétablissement de la personne depuis la demande d'aide jusqu'au choix de traitement. Donc, plus particulièrement dans le cas des personnes originaires des pays du Sud global, il faudrait tenir compte des caractéristiques attachées à leur contexte. Au fait, il existe chez les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale des expériences douloureuses et considérées comme des racines socioculturelles de la souffrance. Mais on constate qu'il n'y a pas vraiment une prise en compte réelle des dimensions sociales et culturelles dans la compréhension des enjeux de santé mentale. Les phénomènes que nous appelons tels santé mentale, donc c'était considéré plutôt comme des détériorations de la biochimie cérébrale. Donc c'est donc le cas de la psychiatrie qui reste sans doute le paradigme hégémonique et qui a pour classifier les maladies mentales évoqué plusieurs causes, mais le plus souvent organiques. Donc pour revenir sur les racines socioculturelles et tenter de les identifier dans le cas des personnes du Sud global, je vais rapidement en parler. Et diapo suivante, Maximilien. Donc, en fait, il n'y a pas de ligne directrice claire pour définir la communauté du Sud global. Mais toutefois, Ravano, donc on va avoir les références juste après, Ravano pense que 3 moments ont été favorables à l'élaboration de ce concept. Le premier moment, c'est le développement inégal discuté dans les années 1980. Le problème du développement inégal des fréquences. Et puis, le deuxième moment, c'est la première critique de la mondialisation entre la fin des années 1990. Et le troisième moment, c'est la critique de la hiérarchie épistémologique nord-sud répandue depuis les dernières décennies. Donc,
pour sa part, Cap depuis pense que la définition la plus complète du concept de Sud global a été apportée par Alfred Lopez, qui soutient que dans l'ensemble, les pays du Sud global ont vécu les plus grands bouleversements politiques, sociaux et économiques, et ils font face à de plus grands défis dus à la mondialisation. Donc, il poursuit en déclarant que le Sud global peut servir et sert effectivement de signifiant à des cultures subalternes opposées allant de l'Afrique, de l'Amérique centrale et latine, d'une grande partie de l'Asie et même de ces Suds au sein du Nord, perçus plus largement comme le Sud des États-Unis, les Caraïbes et l'Europe méditerranéenne. Donc, en ce sens, le Sud global regrouperait 125 pays, dont 29 pays de l'Amérique latine et des Caraïbes, 47 pays d'Afrique, 7 pays d'Europe, 31 pays d'Asie et 11 pays de l'Océanie. Donc, traditionnellement, on appelait ces pays-là des pays sous-développés. Donc, pour désigner leur faible état per capita, le faible revenu per capita, disons, mais plus tard, le concept a, disons, évolué. Donc, disons qu'en plus du faible revenu per capita, donc, ces pays-là partagent certaines caractéristiques. Vous avez poursuivre, s'il vous plaît, et Maximilien, voilà. Donc, ces caractéristiques-là, ce sont notamment les traces laissées par la colonisation. C'est aussi la dette extérieure, c'est la dictature, c'est le régime militaire, c'est aussi un passage instable vers la démocratie. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc, rapidement, les caractéristiques entre pays du Nord et pays du Sud sont teintées de l'accumulation du capital, c'est aussi un système d'oppression, c'est des mécanismes de défense, et c'est la dichotomie entre centre et périphérie. Donc, on ne va pas s'attarder là-dessus. On va passer à la diapo suivante, s'il te plaît, Maximilien. Donc, c'est pour... Donc, là, maintenant, on doit considérer que dans la compréhension de la santé mentale, il est démontré que des relations stables et harmonieuses avec les membres de la communauté d'un individu lui garantissent souvent un équilibre émotionnel. Donc, inversement, s'il se sent rejeté, cela va affecter son identité personnelle. Donc, parmi les dynamiques sociales, il faut aussi rappeler que les relations sont sujettes à recomposition, quelle que soit la situation changeante, mais il est démontré que, surtout en contexte migratoire, les relations sont sujettes à recomposition. La participation aux associations, donc finalement, ça peut renvoyer à un dépassement de l'héritage colonial. Donc, et j'ai envie d'aller en profondeur. Donc, on va passer au diapo suivant. Donc, on peut continuer pour dire que même si la dichotomie nord-sud qui évoquait l'idée du nord riche et du sud pauvre est un peu atténuée, mais les disparités sont encore expressives entre les deux entités. Et pour Balandier, donc, cette longueur d'avance des pays du Nord leur permet de détenir une position dominante vis-à-vis de ceux du Sud. Et inversement, cette situation de dépendance et de domination concourt à étendre l'écart persistant entre les deux catégories. Et donc, c'est là une manifestation de l'héritage colonial. Donc, il me reste encore du temps, n'est-ce pas? Okay. Donc, voilà, donc, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps là, on va passer rapidement donc, pour dire que donc, ces deux concepts-là disons, le trauma colonial, le colonialisme et la colonialité, donc on ne va pas s'attarder là-dessus. Diapo suivante et Maximilien. Donc, rapidement, donc, pour dire que cette inégalité systémique-là
les situations d'oppression. Donc, c'est ce qui façonne même les rapports entre la société du Nord et celle du Sud. Donc, elles sont aussi susceptibles de produire d'autres formes d'inégalité. Donc, c'est l'inégalité notamment épistémique. Donc, bien sûr, des auteurs vont dire que disons, des sociétés, surtout dans le cas dont on parle là du Sud global, donc, elles vont se retrouver comme un peu à l'écart de la production du savoir, ou bien elles seront utilisées juste comme informant de la production du savoir, tandis que aussi d'autres auteurs vont faire ressortir que les effets psychiques même de la colonisation ne sont toujours pas documentés. Donc, en gros, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, j'espère qu'on pourra aller en profondeur un peu dans les questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rachel. Je rappelle que Rachel est aussi professeure de travail social de l'Université d'Haïti. Merci, c'était vraiment très intéressant. Alors, je vais donner la parole à Maria Cristina Gonzalez, qui va nous présenter les pratiques inclusives en milieu scolaire. Maria Cristina est étudiante au doctorat en sciences humaines appliquées à l'Université de Montréal et auxiliaire de recherche pour l'Alliance de recherche et d'action alternative inclusive en santé mentale. Maria Cristina, à toi, on essaye de ne pas trop dépasser parce qu'on est là, on commence à être en difficulté là. Oui, je vais aller rapidement. Merci beaucoup, Rachel, pour cette belle présentation. Je tiens tout d'abord à vous dire que ce que je vous présente ici, c'est les conclusions d'un travail qui a été construit à l'intérieur d'une institution, elle-même très coloniale. Donc, les réflexions sont tirées à partir d'une vision plus concrète de comment accueillir d'une façon plus humaine et comment amener cette institution à se poser des questions sur le dialogue avec les parents et les familles qui viennent d'ailleurs, mais qu'on n'est pas dans un registre théorique de l'Acabie, de celui de Rachel. Merci Rachel pour cette belle présentation. Fait que je continue. Il s'agit d'un travail fait à l'intérieur d'un centre de ressources scolaires, une commission scolaire ici à Montréal, dans lequel différents groupes, les professionnels, les enseignants, les conseillers pédagogiques ont partagé leurs préoccupations sur la qualité de service qu'on était en train d'offrir aux familles qui venaient d'ailleurs. Dans les classes d'accueil, les classes de francisation, c'est le modèle choisi par cette commission scolaire pour recevoir les jeunes qui avaient besoin d'apprendre le français. Et rapidement, je vous laisse lire un peu ce qui est écrit là. Il y avait quand même une réflexion qui parlait de la prédominance d'une lecture très biomédicale des défis dans lesquels on excluait tout le temps toutes les variables plus sociologiques du processus migratoire, d'installation, et dans lesquels les professionnels, souvent, les personnels scolaires se mettaient à l'extérieur de la dynamique relationnelle de l'accueil, de l'explication, de l'accompagnement des familles. Donc, on a commencé un peu à réfléchir sur quelles mesures concrètes on pouvait mettre en place pour pallier et pour intégrer aussi une lecture dans laquelle déjà la théorie et les pratiques interculturelles, transculturelles avaient déjà réfléchi beaucoup à la question de la rencontre entre des professionnels formés à un savoir, disons, scientifique, eurocentré, et nos familles qui viennent d'ailleurs. Nous, on reçoit beaucoup de familles en conditions de détresse importante, des demandeurs d'asile, des personnes en conditions vraiment exigeantes. Donc, on voyait souvent, quand on était appelé à intervenir, que la relation avec l'école avait été, si je peux utiliser les termes que mes collègues ont utilisés, on générait des traumas pour la mauvaise conception dont nos professionnels arrivaient à générer des expériences bien difficiles pour nos familles avec des enfants
qui avaient besoin plutôt d'accompagnement et d'aide. Et dans certains cas, on avait aussi constaté une rupture plutôt dans les services pour des enfants qui avaient le droit à avoir des services d'adaptation pour des enfants handicapés ou qui avaient besoin, au-delà de la francisation, des services plus spécialisés. Donc, on peut continuer avec ça. Maximilien. Donc, après une réflexion à plusieurs niveaux, on a décidé d'intégrer un peu une des recommandations des chercheuses de la pédagogie et du fonctionnement des classes d'accueil qui avait fait une enquête assez large sur l'importance de compiler assez d'informations à l'arrivée à l'école pour permettre aux différents paliers dans les écoles, il y a beaucoup d'intervenants autour des jeunes, de pouvoir comprendre mieux les parcours migratoires, les parcours linguistiques, les développements des jeunes. Et ça, avec une posture qui, on parle d'un processus qui a commencé en 2015, était assez novateur. C'est l'idée d'intégrer des interprètes et de toujours penser que les parents sont les garants de la continuité des enfants. C'est les parents qui connaissent les jeunes, c'est les parents qui peuvent nous expliquer comment ça se passait dans les pays d'origine, comment ça s'est passé la migration et qu'est-ce que cet enfant a besoin pour que l'école soit un vecteur d'intégration et d'adaptation et qui favorise un processus qui, malgré les défis qui impliquent la migration, soit le plus favorisé par l'institution. Donc, on a aussi en arrière-tête un peu toute l'idée de la santé mentale à l'école. On a travaillé avec les ministères par rapport à ça, l'importance de favoriser des pratiques de ce qu'actuellement on appelle sécurisation culturelle, ou un peu de cette sensibilité qui en 2013-14, quand on a commencé avec cette réflexion, était moins fréquent un peu dans les repères des professionnels dans le milieu scolaire. On peut continuer. Donc, on a décidé les professionnels en milieu scolaire sont souvent des personnes qui arrivent vraiment en troisième, quatrième ligne, je pourrais dire. Il y a beaucoup d'autres intervenants qui arrivent avant, donc on a décidé de déplacer des psychologues et des orthophonistes au point d'entrée, au point d'inscription, pour que l'expertise de ces personnes-là nous aide comment à comprendre mieux la situation des familles qui venaient s'inscrire. Mais c'est des personnes qui avaient cette sensibilité et en plus, on a intégré des interprètes et des médiateurs culturels pour établir un dialogue avec les parents, toujours avec cette idée qui à ce moment-là était plutôt novatrice de les parents sont les garants de la continuité et les parents vont nous expliquer et on va co-construire ensemble un peu de quelle façon l'arrivée pour ce jeune à l'école va être favorisée. On a beaucoup insisté sur le travail sur la langue maternelle, la valorisation de la langue maternelle et une compréhension plus approfondie de la langue maternelle comme un élément qui est pour nous important dans le processus de scolarisation. On a intégré un peu une vision à partir des approches sensibles au trauma et toutes les réflexions sur la transculturalité, l'idée de co-construire ensemble, de ne pas se cantonner dans des postures très polarisées, de qui sait pas, de co-construire, beaucoup d'établir un dialogue. Et on a beaucoup insisté, surtout avec nos cadres, à toute cette importance à ce moment-là de bonifier les pratiques à partir de cette idée que les services doivent s'adapter à la diversité, les services doivent porter ce regard et pas nécessairement que les familles doivent, déjà que sont en processus, porter les lots. Donc, on est beaucoup dans une idée qui vient beaucoup de la victimologie, que ce n'est pas, disons, à la victime ou aux personnes qui sont plus vulnérables à porter les lots d'une communication plus réussie, mais que c'est à l'institution, aux professionnels de garantir un certain nombre de conditions pour établir une communication et pour tolérer parfois que cette communication se construit tranquillement. Donc, on était beaucoup dans cette logique. Les services s'est pérennisé. On a commencé avec des projets pilotes et actuellement, on a des professionnels qui sont à temps plein à la fonction d'accueillir les familles, de faire des entrevues, de prendre le temps de comprendre et de transmettre l'information aux classes d'accueil pour accompagner
les processus d'intégration scolaire et faire un suivi pendant les temps que les enfants vont apprendre le français. Après, c'est ma dernière, je pense, Maximilien. Donc, on est toujours dans cette logique d'accompagner les parents, de les inclure. Donc, c'est beaucoup cette idée de donner la parole aux parents jeunes et toujours avec notre croyance que les parents, c'est les garants de la continuité. On dit beaucoup que l'école passe, mais que les parents restent. Donc, cette idée de donner une place aux parents. Il y avait des questions plus logistiques, de garantir un espace convenable pour l'échange, des places dans lesquelles les parents puissent se déposer, un espace convenable pour simplement que ça ne soit pas dans un bout de table à compiler des papiers. Et, parce qu'on compile l'histoire scolaire, l'histoire développementale et dans beaucoup de cas l'histoire migratoire qui, surtout dernièrement, est parfois assez exigeant et que parfois c'est nécessaire qu'on comprenne un petit peu plus pour accompagner les équipes qui accueillent ces familles-là et qui puissent se faire des représentations différentes seulement au fait que les gens ne veulent pas collaborer ou les gens ne veulent pas dire qu'est-ce qui se passe. On a aussi assumé beaucoup le rôle d'expliciter le fonctionnement du système scolaire québécois et faire des recommandations, expliquer aux gens comment ça fonctionne, des choses très simples, l'agenda, la ponctualité, des choses qui parfois sont plus opaques pour des gens qui viennent d'arriver d'autres systèmes scolaires. Ça aide parfois à établir 2 minutes. J'ai fini. Nous, on utilise beaucoup une posture très provisionnelle. On explique souvent à partir de notre vision des choses personnelles, de notre culture, parce que bon, on est un couple de psy, un couple d'orthophonistes. Mais c'est provisionnel pour le moment, c'est qu'on voit, c'est qu'on recommence ça, mais les choses, les enfants évoluent, les familles évoluent, les choses se calment. Donc, c'est pour ça qu'on évite beaucoup l'utilisation des diagnostics et tout ça, même si dans certains cas, la situation pourrait ressembler à ce qu'on pourrait utiliser dans une lecture plus classique biomédicale. Donc, comme je viens de dire, on évite la lecture très biomédicale, des défis d'adaptation et on promeut une vision psychosociale très provisionnelle que les choses, avec l'accompagnement et les soutiens, on va trouver des solutions. Donc, on fait beaucoup les rôles aussi de médiation entre l'accueil, surtout pour les situations plus complexes, et les écoles, pour aider tout le monde à se faire une vision plus nuancée des défis. Et on a aussi intégré tous les volets, de donner plus d'informations, d'aider les familles à trouver des repères dans les milieux communautaires, dans les milieux de la santé, d'être beaucoup dans ce mouvement comme des médiations un peu. On peut passer pour les retombées. Donc, on a, après les 3 dernières années, après la pandémie, on était assez exigeant avec l'arrivée massive des demandeurs d'asile, avec des parcours assez complexes, assez difficiles, et avec la pandémie, avec tout l'aspect de la rupture de l'escolarisation à cause de la fermeture d'écoles qui... les modèles étaient déjà installés, donc ça nous a permis, on pense, d'accueillir ces familles, de faire un travail qu'on considère de qualité. On a intégré les approches sensibles au trauma dans les services d'intégration dans les écoles. Donc, il y a beaucoup d'autres services qui sont créés pour accompagner les écoles à recevoir les enfants et c'est de plus en plus une approche qui a été intégrée. On s'est rendu compte que l'accueil, qui travaillait dans l'accueil était très bien, mais que parfois les équipes avaient besoin de plus d'accompagnement. Donc, on a une équipe de consultation plus mobile dans laquelle les gens peuvent venir poser des questions et on retravaille, on réaccompagne les intervenants pour accompagner les familles. Dans ce sens, je pense qu'on a pu enrichir les pratiques d'accompagnement aux familles. On a beaucoup sorti de cette idée que les familles étaient méfiantes, qui était un peu la croyance qu'on avait trouvée quand on est arrivé en 2013, à la construction avec les familles s'est construit tranquillement et sans pression. On est beaucoup à questionner la surutilisation des évaluations psychométriques en contexte scolaire. On ne les recommande pas. On s'est beaucoup positionné comme quelque chose qui était plutôt dommageable pour nos enfants qui viennent d'ailleurs, du sud global, comme on dit Rachel. Donc, on est beaucoup dans cette réflexion. C'est une pratique tenace en milieu scolaire, mais
on continue à la questionner et on a tranquillement, par la force du travail, créé un réseau de collaboration en émergence, surtout à Montréal-Nord, parce que nous, on est situé à Montréal-Nord. Et on est toujours en questionnement parce que, bon, comme je dis dernièrement, les besoins l'arrivée massive a poussé comme un défi, mais on essaie de porter une vision très nuancée de cette arrivée pour ne pas démoniser ou rentrer dans des compréhensions faciles. Fait que c'est un peu ça, j'ai terminé. On t'entend pas. Jeanne-Marie, ton micro est fermé. Excusez-moi. Merci beaucoup, Maria Cristina. Plaisir. C'était vraiment intéressant, éclairant. Je vais passer la parole vite à Lisa Benisti, qui va nous présenter les pratiques prometteuses pour élargir l'offre des services en santé mentale et répondre aux besoins des personnes immigrantes en jeu dans le secteur public et communautaire. Lisa est co-directrice de Prise 2. Prise 2 est une ressource alternative en santé mentale et elle est aussi membre de l'Alliance de recherche et d'action alternative inclusive en santé mentale. À toi, chère Lisa, et tu as jusqu'à 19h12 maximum. D'accord. Bonsoir, merci beaucoup pour cette invitation. Pour ma part, je vais vous parler d'approches alternatives. Alors en fait, je vous parle d'où je viens. Moi, c'est vraiment le milieu communautaire alternatif en santé mentale. Et pour nous, ce qui a été particulièrement intéressant, c'est de voir la congruence entre cette philosophie alternative, cette approche, et le souci d'adapter, d'ajuster nos pratiques à différents groupes de la diversité. Alors, on peut parler dans un premier temps de la diversité sexuelle, la diversité de genre, mais aujourd'hui, on est vraiment ici pour parler de la diversité au niveau plus culturel. Alors on est à la fois avec des individus qui sont issus de l'immigration, qui ont vécu un parcours migratoire ou dont les parents ont vécu un parcours migratoire. Peut-être qu'on va avancer dans le PowerPoint. Alors voilà, peut-être pour vous situer un volet de ce qu'on propose à Prise 2, c'est vraiment le volet à l'intention des 16-35 ans. Maintenant, vous parlez un peu de la perspective critique en santé mentale. C'est vraiment une perspective critique d'une vision qui serait réductrice de l'expérience des individus, une compréhension de la santé mentale qui est bien souvent biomédicale, à partir de laquelle on identifie un certain nombre de symptômes, on pose un certain diagnostic et on propose un traitement pharmacologique. Laissant souvent de côté à la fois le parcours de vie, à la fois le sens donné de l'expérience vécue, à la fois les mots que les gens peuvent mettre sur leur expérience. Alors vraiment, quand on parle d'une approche large de la souffrance, c'est vraiment pouvoir donner place à tout ça et de pouvoir surtout valoriser le savoir expérientiel, hein, la personne qui a vécu un enjeu de santé mentale, qui vit avec un enjeu de santé mentale, de pouvoir entendre comment elle le comprend, elle l'entend, quel sens ça peut lui donner, et tenir aussi compte du contexte social dans lequel elle est en train de vivre cette expérience. Quand on travaille avec des gens qui ont un parcours migratoire ou dont les proches qui appartiennent à une communauté autre que la communauté québécoise, canadienne, on a toujours à tenir compte de cette dimension-là, d'entendre comment ça a du sens pour eux, comment ça se passe pour leurs proches, quelle lecture on en fait. Alors, il y a vraiment une reconnaissance aussi de l'apport d'une pluralité d'approches. On parle à la fois tout un volet artistique dans ce qu'on propose, dans des outils pour aller mieux, des outils pour soutenir une démarche vers un mieux-être. Alors, on a vraiment tout un volet artistique, aussi tout un volet qui revient au corps, des activités comme le yoga, comme la danse, comme l'expression corporelle. On tient compte de la spiritualité, aussi une notion qui peut avoir différents sens et une différente importance dans le parcours de chacun. Une reconnaissance de l'expérience aussi
de certaines expériences dont on parle peu, comme l'expérience d'entendre des voix ou de vivre avec des phénomènes dont il est peu souvent question dans l'espace public, mais qui sont souvent des expériences qu'un grand nombre de personnes vivent dans le silence. Alors l'expérience de voir d'avoir des visions ou de sentir des expériences, de sentir des sensations sur leur peau, tout ça, toutes ces expériences-là, on les nomme comme étant faisant partie du possible et on ouvre un espace pour dialoguer, pour accueillir ce vécu. Et surtout, au-delà de l'intervention individuelle, on souhaite pouvoir créer du lien entre les expériences des individus. Par exemple, on revient au contexte dont je vous parle, c'est un contexte où on rencontre des jeunes âgés de 16-35 ans. Souvent, leur demande, c'est de pouvoir rencontrer un intervenant en individuel. Mais souvent, les sujets dont il est question, c'est beaucoup l'isolement, c'est beaucoup la solitude, c'est beaucoup le sentiment de vivre des expériences dont ils se sentent pas la capacité d'ouvrir avec d'autres sur ces expériences, des expériences qui alimentent un sentiment d'être marginal ou d'être à l'extérieur, une difficulté à trouver sa place. Alors, c'est des choses qui peuvent être adressées en individuel, mais la richesse, elle se passe vraiment, la magie, elle se passe vraiment dans le groupe, d'en pouvoir permettre à ces jeunes de rencontrer d'autres jeunes qui ont un vécu similaire, qui puissent s'entendre et faire écho à leurs expériences de vie et faire des liens entre leurs vécus. Alors autant les histoires peuvent être différentes, autant elles peuvent être aussi très similaires à plusieurs égards. Voilà, je vais aller à l'essentiel. On va avancer. Laissez-moi vous parler un petit peu aussi d'un projet particulier qui est le soutien aux études. Alors, c'est vraiment pour des étudiants qui sont dans un projet d'études et qui rencontrent des difficultés de santé mentale. Un petit peu comme Rachel l'a nommé tout à l'heure, on a une préoccupation de reconnaître à la fois comment le projet d'études peut, la santé, des enjeux de santé mentale peut avoir un impact sur un projet d'études, mais à quel point aussi un projet d'études peut avoir des conséquences sur la santé mentale. Et quand on accompagne des jeunes qui ont aussi ou un parcours migratoire ou dont les parents viennent d'ailleurs, il y a aussi toute cette question-là de reconnaître à quel point le projet d'études est souvent lourd de sens. Il a souvent une représentation symbolique forte. Euh, alors, c'est des fois dans la symbolique, et des fois très concrètement, hein, ce qui a été investi dans le projet d'études. Les jeunes se retrouvent souvent à porter un poids important qui dépasse leurs propres désirs et leurs propres projections dans un projet d'études. Alors, de travailler avec eux sur reconnaître tout ce que porte l'éducation comme culture, et travailler à décoder. Des fois, ça va être de l'accompagnement à la fois de décoder de part et d'autre. Des fois, ça va être d'aider des jeunes à décoder le contexte dans lequel ils se trouvent et qu'ils ont du mal à décoder, à lire. Et parfois, ça va être de soutenir ces jeunes aussi auprès des organismes pour faire de la défense de droits, faire de la sensibilisation sur aussi les réalités que vivent les jeunes et qui sont parfois pas suffisamment prises en compte. Le contexte familial, l'empreinte familiale, voilà, je l'ai un petit peu nommé, peut-être qu'on peut encore avancer. Et après, au niveau de l'intervention, pour pouvoir vraiment intervenir de façon ajustée, je situe ici les éléments qui nous semblent le plus important comme étant vraiment les facteurs qui, dans ce que l'on observe, sont le plus porteurs. À la fois une approche non diagnostique qui permet vraiment à chacun de nommer ce qu'il vit, non pas à travers une lecture extérieure, mais à travers ses propres mots et le sens qu'il donne à son vécu ou son diagnostic, mais à son vécu, puis aussi au sens que ses proches peuvent accorder à ce qu'il vit. Une reconnaissance des expériences de trauma. Mes collègues ont fait référence, mais on parle beaucoup à la fois des traumatismes qui ont été vécus dans le parcours de vie, mais aussi on reconnaît que les traumatismes proviennent aussi des institutions. Les institutions avec autant de désirs qu'elles souhaitent de
faire du bien et d'aider, les institutions aussi laissent des marques, alors d'ouvrir cette possibilité à être capable d'entendre ça et d'accueillir cette réalité comme étant, voilà, comme étant une réalité qui est tout à fait possible. Ne pas mettre de limite de temps, ça veut dire de pouvoir, prendre tout le temps qu'il faut pour ajuster, pour bien saisir. Il y a vraiment un travail qui se fait dans de la courte pointe, qui est vraiment d'un ajustement et le temps, quand le temps est de notre bord, c'est vraiment facilitant, pour développer toute cet, ajustement des services. Une attention portée aux droits, un intérêt particulier pour le parcours scolaire et le rapport aux études. Tout ça, ça se travaille, ça s'adresse, c'est pas évident, hein. Quel est le sens que peut porter les études? Et souvent, on travaille beaucoup là-dessus. Il est question de dimensions, des fois orthopédagogiques, mais aussi beaucoup de sens que peut porter, le rapport que peuvent avoir les jeunes avec leur projet d'études et comment ils peuvent se réapproprier, toute cette, toute cette expérience-là et tout ce projet. Prise en compte des proches, et je vais m'arrêter là-dessus. Une prise en compte des proches, on s'en rend compte tout particulièrement quand on travaille, avec, des jeunes issus d'immigration. Et les proches font partie, de la réalité, ils vivent chez eux, ils sont avec eux, ça fait vraiment partie, de la donne et de pouvoir ouvrir la porte et d'inviter les proches aussi dans cet espace, qu'on souhaite ouvrir, un espace de dialogue. Ça a été, et ça continue d'être, une piste pour nous, importante. Puis avec l'approche Open Dialogue, on a là un outil qui nous permet, d'avancer dans ce sens. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Lisa. C'est inspirant. Enfin, notre dernière panéliste, c'est Lourdes Rodriguez del Barrio, qui va nous présenter les défis et rapports de l'action intersectorielle et des pratiques inclusives pour répondre aux enjeux de santé mentale dans la communauté. Lourdes est professeure à l'école de travail social de l'Université de Montréal. Elle est directrice de l'équipe de recherche et d'action en santé mentale et culture Erasme et du centre de recherche et de partage des savoirs Interaction. À toi, chère Lourdes. Alors, je vais aller à l'essentiel d'une présentation qui recoupe plusieurs des éléments qui ont été déjà nommés et qui montrent un peu la nécessité et la vitalité en même temps de ces projets d'alliance pratiques inclusives, d'alliance de recherche et d'action pour des alternatives inclusives en santé mentale. Et donc, nous sommes ici un peu de partenaires à partir qui initions qui poursuivons depuis longtemps un dialogue, un échange pour vraiment chercher à la transformation des pratiques en fonction de ce qui fait sens dans la vie des personnes qui vivent des situations de souffrance intense, qu'on appelle crise, parfois par manque de vocabulaire, et qui amènent aujourd'hui à des hospitalisations, souvent, parfois forcées, à l'application de mesures d'exception, comme ça peut être des traitements qui cherchent davantage à faire taire ou à éliminer les symptômes qu'à les écouter, avec des contrôles et des surprescriptions. Ils sont marqués aussi par les discriminations systémiques, on en a beaucoup parlé, donc je vais aller très rapidement sur, dans un premier temps, sur l'état de la situation qui nous montre la nécessité de dépasser les frontières du travail en silo, de créer des liens. Et je voudrais présenter très brièvement les effets ou les effets annoncés ou les effets documentés des deux exemples de ces pratiques qui cherchent justement à dépasser les silos actuels puis les approches dominantes qui portent encore les marques de l'intervention acylaire en santé mentale. L'institution acylaire fait partie de cet héritage colonial, de cet héritage ancien qui avait en soi un projet
rétablissement, un projet de travail et de libération, puis qui a amené autant d'abus, autant de difficultés. Alors, très rapidement sur l'état de la situation, je ne vais pas m'entretenir longuement. Je vais vous inviter à lire les PowerPoint qui vont être distribués. Mais c'est déjà très frappant de constater que les immigrants ont un risque de recevoir un diagnostic de psychose 2 ou 3 fois plus élevé que la population d'accueil et que ces risques-là persistent dans les 2e et 3e générations, que les hommes noirs sont particulièrement touchés par cette donnée de surprescription, de surreprésentation pas de surprescription, je m'excuse, mais de surreprésentation dans les diagnostics de psychose. Que les jeunes réfugiés canadiens aussi vivent beaucoup de difficultés en lien avec la santé mentale, mais qui ont beaucoup de barrières pour avoir accès aux services. Même les troubles de l'espectre de l'autisme a aussi une tendance à être utilisés aussi énormément auprès des nouveaux arrivants qui se font assigner ces diagnostics. Ça peut nous poser des questions sur l'influence des phénomènes sociaux qui sont attachés à l'assignation diagnostique. Très rapidement, il y a aussi une surreprésentation dans l'utilisation des mesures d'exception comme les placements de la protection de la jeunesse. On peut se poser des questions par rapport à la présence des pratiques de proximité, des pratiques qui permettent justement de prévenir et de travailler avec les parents, avec les réseaux de soutien pour prévenir ces placements dans des centres jeunesse ou dans des familles d'accueil. Proportionnellement à leur poids dans la société, ce sont les enfants noirs qui sont plus susceptibles de faire objet de signalements et aussi de se retrouver déplacés d'une famille à l'autre. Je n'irai pas plus loin dire que dans les centres jeunesse, il y a un risque important de développer des problèmes de santé mentale, mais aussi d'une utilisation de prescriptions psychopharmacologiques qui ne trouvent pas des raisons médicales. Quand on les analyse d'un point de vue médical, il n'y a aucune raison parfois pour l'utilisation de plusieurs médicaments en même temps, si ce n'est que le contrôle de certains comportements présents. Très rapidement, on met beaucoup l'accent sur l'accès aux services, comme si l'accès à des services en santé mentale, c'était la réponse à ces problèmes de discrimination et c'était la réponse aux problèmes de santé mentale qui se manifestent aussi davantage dans certaines populations. Mais l'accès, oui, certainement, mais ça ne suffit pas si on ne questionne pas les pratiques. Alors, on en a déjà parlé largement de ces approches réductrices, biomédicales réductrices, qu'il puisse avoir des facteurs biomédicaux et biologiques, on n'en doute pas, hein, le corps est impliqué et la psyché, les liens sont très forts, mais il y a des perspectives réductrices qui amènent vers des interventions ciblées, individualisantes, uniformisantes. Je vais revenir dans ma conclusion sur ces dimensions-là. En 2017, l'ONU nous rappelle à quel point ces interventions uniformisantes au niveau mondial amènent des préjudices inutiles, surtout à ces pays du Sud global, mais globalement à tout l'ensemble de la population. Donc, une alliance est nécessaire, une alliance intersectorielle, c'est-à-dire une alliance qui dépasse les frontières qui actuellement sont vécues autant dans les milieux communautaires que dans le secteur public de santé et services sociaux. Il n'y a pas beaucoup de ponts encore entre les ressources alternatives et communautaires en santé mentale, les groupes de défense des droits en santé mentale et les associations de proches des familles en santé mentale qui jusqu'à maintenant ne voyaient que dans l'hospitalisation la solution, finalement un répit à des situations parfois insoutenables. Il faut créer des ponts avec les organisations d'accueil et accompagnement des personnes immigrantes et réfugiées, les associations de lutte contre le racisme. On est ici aujourd'hui présente ici avec l'Observatoire des communautés noires du Québec et une diversité d'organisations qui devront poursuivre ces dialogues pour transformer les pratiques tant du secteur communautaire que du secteur public. Je vais passer au-dessus des composantes qui ont été déjà abordées. Lisa a présenté de façon magnifique des éléments, des composantes essentielles. Quand on parle de la qualité des services dans la communauté, il faut surtout parler des qualités de vie dans la communauté et renverser notre vision
Ce n'est pas des services de qualité qui vont être notre accent, même s'ils sont nécessaires. C'est davantage comment est-ce que les services de qualité, ce sont des services qui produisent une vie de qualité dans la communauté avec et pour la communauté. Donc, je vais juste donner 2 exemples des effets, et avec ça, je termine. Quand on fait bien les choses, quand on crée des liens, quand les pratiques sont mises en place pour créer des liens entre les organisations, entre les services, et surtout pour renforcer les liens et mobiliser les ressources existantes, les ressources de soutien, les liens sociaux qui sont déjà présents dans la vie des personnes, alors là, on obtient des résultats assez étonnants et je vais vous montrer ça par 2 exemples rapides. Premièrement, les réseaux intégrés des services jeunesse est ouverte, même si c'est un service qui met l'accent davantage sur l'accès aux services que sur la transformation des pratiques. Il y a un potentiel de transformation des pratiques essentielles quand il introduit la participation des jeunes et des familles au cœur de l'organisation des services, en ouvrant les samedis, les soirs, en créant aussi des vannes qui se rapprochent de la communauté, en envoyant les équipes d'intervenants dans les milieux communautaires, dans les tables de concertation, pour générer non pas seulement un point de service qui va avoir une liste d'attente, comme tout point de service, mais qui va mobiliser les organisations communautaires qui sont sur le territoire. Vous avez ici une mapping des 370 partenaires qui ont été nommés par une centaine d'acteurs qu'on a interrogés à Montréal-Nord, une des quartiers les plus défavorisés du Canada, et dans lesquels on voit la puissance d'organisations qui travaillent en éducation, en santé, services sociaux, aussi la police, sécurité, les femmes, l'accueil des personnes immigrantes, santé mentale. On voit leur réseautage incroyable, mais on voit aussi qu'avant que Rouvert ait été implanté, cette équipe d'intervention qui vise des pratiques de proximité, qui ne travaille pas à partir du diagnostic, mais à partir des besoins et de l'appropriation du pouvoir des familles et des proches. Avant l'implantation de Rouvert, c'est les centres jeunesse, c'est les services de police, c'est les hôpitaux psychiatriques, avec les organismes communautaires, quelques-uns, et quelques établissements scolaires qui sont les top 1 des références de toutes ces organisations-là qui prétendent répondre au bien-être des jeunes qui vivent des situations de crise en santé mentale. J'aimerais 2 secondes, c'est troublant. Et dans certains quartiers, quand il y a un jeune en difficulté, aux premières organisations qu'on pense appeler, c'est la police ou les centres jeunesse. Après 18 mois d'implantation, 2 ans à peine d'implantation de Rouvert, les premières références c'est Rouvert. Une équipe de travailleurs sociaux, de psychologues, des thérapeutes, des sexologues, des éducateurs spécialisés, des pères aidants. C'est très significatif qu'il ait réussi à devenir une porte d'entrée du système qui a aussi une vocation de répondre avant aux problèmes et d'essayer de les résoudre. Dialogue ouvert, Lisa a nommé dialogue ouvert, c'est aussi sur le principe d'une réactivité, une responsabilité. On n'évalue pas la personne pour la référer, on donne une réponse. On est responsable de ce qui arrive du moment où il y a une difficulté qui est là. On est là pour trouver des réponses en allant chercher les collaborateurs, les soutiens nécessaires, non pas en référant la personne, mais en cherchant à collaborer avec les autres professionnels, les autres services pour entourer la personne, tolérer l'incertitude et que les principes de collaboration et de réseautage, ce n'est pas la continuité entre un service et l'autre par le référencement, mais c'est la continuité psychologique, la continuité subjective dans le parcours de vie des personnes et l'ouverture du dialogue. Avec ça, je termine. Cette approche dialogue ouvert a réussi en Finlande à réduire la durée des hospitalisations, l'utilisation de la médication et à faire en sorte que 86-82% des patients se retrouvent à retrouver leur emploi, à rester dans la communauté. Il reste encore beaucoup de recherches à faire, toutes ces questions-là, mais ça nous amène à penser que ce n'est pas en créant des pratiques de plus en plus uniformisantes, mais au contraire, en ouvrant les pratiques à la complexité de la vie, en intensifiant les liens et en intensifiant notre capacité de faire affaire avec ces merveilleuses pluralités qui est notre vie et notre humanité commune, et on peut donner une réponse aux problèmes de santé mentale, à la détresse et à la souffrance qu'on vit tous et toutes avec ces traumas partagés. Là, je suis en train de citer
quelqu'un que j'apprends à connaître, qui est Daniel Derivoire, une auteure qui parle aujourd'hui des séismes identitaires et la nécessité de construire une mondialité ouverte à la pluralité. Merci. Merci beaucoup, Lourdes. Merci infiniment. Et on arrive donc à la fin des présentations de ce panel qui portait sur la santé mentale, immigration et pratiques inclusives. On a dépassé le temps, on s'excuse, mais je voudrais demander à mon ami Maximilien si nous avons une ou deux questions auxquelles on pourrait tenter de répondre. En ce moment, dans la section questions et réponses, il n'y a pas de questions de la part des participants. Il y a Mais pas de- n'hésitez pas à nous en écrire. C'est ça, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous les écrire. Puis s'il n'y a pas de questions de la part des participants, je ne sais pas si le panel, s'il y a quelqu'un qui a une question adressée à quelqu'un d'autre. En attendant, j'en prendrai une, puis on va clôturer. Alors, ça arrive que tout était clair. Jeanne-Marie, j'aurais envie de poser la question à toi, de nous partager peut-être des impressions sur les échanges qu'on a eus aujourd'hui et ici dans cette présentation de pratiques prometteuses et en même temps d'identification des grands défis qui nous attendent quand on fait face au racisme, quand on fait face aussi à la situation des personnes migrantes. Au mot de la fin, je vous dirais que j'ai été vraiment inspirée par ce panel-là. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu des expériences vécues par Maria Cristina dans les écoles. Je me suis dit qu'il faut que je rentre davantage dans ces travaux-là pour regarder comment on pourrait appliquer ça dans les universités, alors que nous avons des étudiants qui sont originaires du Sud global et qui sont dans des grandes difficultés. J'ai trouvé ça très, très inspirant. J'ai aussi été impressionnée par le travail de Rachel sur la question du trauma, du trauma colonial, sur la question de la colonisation, de la colonialité et toute cette longue histoire sur la santé mentale des personnes issues des pays colonisés. Je trouve que ça a besoin d'être raconté davantage pour que les différents partenaires de ces rencontres intersectorielles puissent avoir ces cadres théoriques dans la tête. Parlant des inspirations à mes questions pour accompagner mes étudiants venus internationaux, j'ai aussi beaucoup aimé le travail qui est fait par Plus 2. Je me disais que j'avais, en tout cas, en fait, je me disais que j'avais envie de réorganiser quelque chose à l'ICAR avec nous, avec plus de monde de chez nous, pour regarder en quoi nous pouvons être, vous pouvez nous inspirer pour transformer nos pratiques. De la même chose pour toi, Marcilène, là, ce que tu expliques. Combien de fois j'entends mes étudiants québécois me demander « Mais c'est quoi ça, Jeanne-Marie, le racisme ordinaire? Mais pourquoi c'est mauvais de toucher tes cheveux? Mais en quoi ça te blesse que je te demande d'où tu viens? » Mais moi, je m'intéresse à toi. Ce qui fait que toutes ces affaires-là, il y a des ambiguïtés autour de ces enjeux-là qui me semblent importants J'ai l'impression qu'il est temps de faire de l'éducation populaire avec ces questions-là. Et j'ai beaucoup aimé aujourd'hui tes derniers exemples sur l'open dialogue, sur les aires ouvertes. Je rêve d'avoir une aire ouverte à Rimouski. Je ne sais pas si tu pourras m'aider à en avoir une par ici. Alors, je vais en profiter pour remercier infiniment Maximilien de nous avoir tenus ensemble et pour tout le travail d'organisation, de nous avoir tenus puis de nous avoir supportés. J'ai besoin de remercier les organisateurs de cet événement qui nous ont fait de la place et qui nous ont invités. Puis merci infiniment à nos panélistes,
Merci à toi, Marcilène. Merci, Rachel. Merci, Maria Cristina. Merci, Lisa. Merci, Lourdes. Et encore une fois, merci, Maximilien. Merci à notre public. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine. Merci à toi pour l'animation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Jeanne-Marie. Merci. Merci à tout le monde. Merci. Bonne nuit, Lourdes. À te reposer.